Dans l'actualité ce soir, signature à Paris d'une série d'accords entre la Guinée et les compagnies minières évoluant dans la région de Bokeh, des accords qui concernent la mutualisation des infrastructures ferroviaires et portières. Puis le procureur général de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, encore les autorités judiciaires guinéennes, le niveau de la procédure de l'affaire du 28 septembre était au centre des entretiens. En fait, le mois saint de Ramadan et mois de réorganisation pour les femmes, véritables piliers du foyer, les mères de famille doivent souvent jongler entre travail et responsabilité familiale. C'est le reportage à grand format de cette édition. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir. Mais tout d'abord, ce message départ à son Excellence M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, Washington DC. Excellence Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration du 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement mes sincères et chaleureuses félicitations. La célébration de cette journée est un moment opportun non seulement de rendre un vibrant hommage à vos glorieux dévanciers qui se sont sacrifiés pour la cause de la liberté, mais aussi de mettre en exergue les brillants résultats enregistrés par les États-Unis d'Amérique dans le cadre du développement économique et la défense des libertés fondamentales. C'est le lieu également de saluer l'appui constant et inestimable du gouvernement américain à la réalisation des projets de développement durable et à l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au renforcement des relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays. Permettez-moi enfin d'exprimer mes sincères vœux de santé, de bonheur et de succès à vous personnellement et à tout le peuple américain. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance renouvelée de ma haute considération Conakry le 2 juillet 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Et puis ces séries de décret D/2015/129/PRG/SGG portant nomination des membres du Conseil d'administration du Centre national de surveillance et de protection des pêches. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration du Centre national de surveillance et de protection des pêches les cadres dont les noms et prénoms suivent. Président, M. Kala Bangoura, directeur national adjoint de la dette et de l'aide publique au développement, représentant du ministère chargé des Finances. Vice-président, colonel Mohamed Kamara, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, représentant du ministère chargé de la Défense nationale. Secrétaire, Madame Fatoumata Konaté, directrice générale du Fonds d'appui au secteur privé de la pêche et de l'aquaculture, représentante du ministère chargé de la pêche. Membre 1. Monsieur Mohamed Sanou, chef de cabinet, représentant le ministère du Plan. 2. Mohamed Traoré, chef de cabinet, représentant du ministère chargé de la réforme administrative. 3. Monsieur Elhaj Oumar Sissé, inspecteur général adjoint, représentant du ministère chargé des Affaires étrangères. 4. Monsieur Samba Tenen Diallo, chef du département pêche industrielle, représentant du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura. 5. Monsieur Yaya Kamara, conseiller représentant du personnel du Centre national de surveillance et de protection des pêches. 6. Monsieur Ablaï Ba, chef de service communication représentant du personnel du Centre national de surveillance et de protection des pêches. 7. Monsieur Elhaj Ali Sadi, président directeur général de Sunit Pêche SA, représentant les professionnels du secteur de la pêche. 8. Monsieur Seni Kamara, chef de la division pêche industrielle, représentant la Direction nationale de la pêche maritime. Article 2. La durée du mandat est de 2 ans renouvelable. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré ou publié dans le journal officiel de la République
le 3 juillet 2015, professeur Alpha Condé. Décret D-130-PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Centre national des sciences halieutiques de Boussoura les cadres dont les noms et prénoms suivent. Président, M. Bala Donzo, chef de division études, synthèse et recherche de financement de la Direction nationale de la dette et de l'aide publique au développement, représentant du ministère chargé des Finances. Vice-président, M. Famoué Beavogui, directeur général de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irak. Secrétaire, M. Fodé Karim Kaba, secrétaire général de la cellule syndicale représentant du personnel du centre. Membres. 1. Madame Yahwa Sandouno, secrétaire exécutif adjoint du comité paritaire pour une pêche durable, représentante du ministère chargé de la pêche. 2. M. Jean Matodori, directeur Afrique-Asie, représentant du ministère chargé de la coopération internationale. 3. Dr Seli Kamara, directeur national du développement durable, chargé des programmes de coopération avec le PNUD et le FEM, représentant du ministère chargé de l'environnement. 4. M. Sori Doumbouya, PDG de la société Joliba Pêche, représentant des professionnels de la pêche industrielle. 5. M. Yaouba Sissé, secrétaire administratif représentant des professionnels de la pêche artisanale. 6. M. Bangali Kamara, directeur national adjoint de la réforme administrative, représentant du ministère chargé de la réforme administrative. 7. Dr Abdoulaye Keita, maître de conférence, chef du département de chimie de l'Institut Polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Article 2. La durée du mandat est de 2 ans renouvelable. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République 3 juillet 2015, professeur Alpha Condé. Décret D-2015-131-PRG-SGG portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, les cadres dont les noms et prénoms suivent. Président, Dr Seli Kamara, directeur national du développement durable chargé des programmes de coopération avec le PNUD et le FEM, représentant du ministère chargé de l'environnement. Conseiller du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Vice-président, M. Mamou Mario Kamara. Vice-président, je dis M. Mamou Mario Mara, président de la Fédération nationale de la défense des consommateurs de Guinée. Secrétaire, Madame Aïssatou Diallo, gérante de la société Nicolas Pêche, représentant de la Confédération nationale des professionnels de la pêche. CONAPEG. Membre, M. Ansoumane Fofana, ministre conseiller chargé de la pêche, représentant de la présidence de la République. 2. M. Cheikh Oumar Diallo, conseiller chargé du développement durable, représentant le cabinet de la primature. 3. Madame Diallo Saoudatousso, directrice nationale de la dette et de l'aide publique au développement, représentante du ministère de l'économie et des finances. 4. Monsieur Dr Bilivogui Pepi, directeur national de l'hygiène publique, ministère de la santé et de l'hygiène publique. 5. Madame Diaora Mariam Abari, directrice générale de l'Office national de contrôle de qualité, ministère du Commerce.
6. Monsieur Dr Abdoulaye Keita, chef du département de chimie de la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 7. Dr Sekou Silla, chef de la division inspection régionale, représentant de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. 8. Dr Vincent Kawe Niami, chef de section hygiène publique au laboratoire central vétérinaire de diagnostic, représentant du ministère de l'élevage. Article 2, la durée du mandat est de 2 ans renouvelable. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République 3 juillet 2015, professeur Alpha Condé. À la une de ce journal, 2 nouveaux ambassadeurs viennent de présenter leur lettre de créance au président de la République. Ils viennent de la Suisse et de l'Autriche. C'était ce matin du côté du palais Sékou Touré. Sanassi Keita. L'axe de coopération Conakry-Berne se renforce davantage. L'arrivée du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en Guinée se situe dans cette trajectoire. L'honneur revient ainsi à Thomas Letcher de venir présenter ses lettres de créance au président de la République ainsi que celles qui rappellent son prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous remettre des lettres de créance par lesquelles le Conseil fédéral de la Confédération suisse m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Alpha Condé et Thomas Letcher ont enfin échangé sur les questions bilatérales entre la Guinée et la Suisse. Le nouveau diplomate suisse en Guinée n'a pas manqué d'exprimer au président Alpha Condé sa volonté de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Guinée se renforcent davantage, au profit des 2 peuples. Autre présentation de lettres de créance, celle de la nouvelle diplomate de l'Autriche en Guinée. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Heinz Fischer, Président de la République d'Autriche, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Caroline Guidenus a mis l'occasion à profit pour assurer au président de la République de la volonté des autorités autrichiennes à soutenir la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La nouvelle représentante de l'Autriche en Guinée a aussi rassuré au professeur Alpha Condé de sa disponibilité à œuvrer en faveur du raffermissement des liens d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et l'Autriche. En plus bref et en image, la coopération Conakry-Rome se porte mieux. Le nouveau consul honoraire d'Italie en Guinée est à Conakry. Dr Paolo Bardini entend accompagner le gouvernement guinéen dans l'élan de développement déjà enclenché. Valoriser les compétences pour l'employabilité des jeunes, c'est le nom du projet que le président professeur Alpha Condé vient de lancer ce vendredi. Les acteurs impliqués dans la lutte pour l'insertion des jeunes entendent prendre ce problème à bras le corps. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Tout est parti d'un constat amer fait par le gouvernement au sein de la couche juvénile guinéenne pour enfin décider de lancer ces projets. Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Constat qui se résume par un certain nombre de faiblesses au niveau de divers secteurs de l'entrepreneuriat, de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.
notamment les difficultés liées à l'inadéquation entre les formations proposées et les besoins du marché de l'emploi, mais aussi et surtout le déficit d'encadrement et de qualification des enseignants. Entré en vigueur à la date du 31 mars 2015, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes se fixe pour objectif de stimuler les institutions d'enseignement supérieur et professionnel par le biais d'un fonds compétitif subventionnant des projets visant le développement de compétences professionnelles en partenariat avec le secteur privé. Impliquer le secteur privé dans la conception et ou l'offre des formations permettant l'acquisition des compétences reconnues au niveau international et débouchant sur l'emploi. Atteindre les diplômés sans emploi dans le cadre d'un programme d'éducation vers l'emploi pour faciliter leur insertion professionnelle et améliorer le système éducatif en renforçant le système institutionnel et la gestion des risques. Entre autres bénéficiaires ciblés par ces projets, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, on note les étudiants, les chercheurs d'emploi, les établissements universitaires et professionnels et les prestataires indépendants de formation. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions de dollars. La volonté du gouvernement guinéen de fournir un emploi productif et décent à l'ensemble des Guinéens, objectif auquel contribuera ce projet, cette volonté, disais-je, s'inscrit parfaitement dans le double objectif du groupe de la Banque mondiale, à savoir la réduction de la pauvreté et l'appui à nos pays membres pour une croissance et une prospérité partagée. Ceci correspond également aux priorités de notre cadre stratégique de partenariat avec la Guinée 2014-2017. En effet, l'éducation et le renforcement des compétences construisent le capital humain qui contribue directement à la productivité et aux revenus des populations. Le président de la République est ravi de cet accompagnement de la Banque mondiale. C'est un grand plaisir pour moi de présider cette cérémonie, car l'emploi de la jeunesse constitue notre préoccupation et le défi principal auquel est confrontée la Guinée comme les autres pays africains. Nous sommes très heureux de l'accompagnement de la Banque mondiale, mais nous constatons que si le projet a bien démarré, il a tardé à se mettre en place. Nous avons perdu beaucoup de temps. La deuxième chose, il n'y a pas de concertation et il y a dispersion. Nous avons beaucoup de secteurs qui interviennent dans l'emploi des jeunes, mais il n'y a pas de concertation. Cela suppose donc qu'il y ait une plus grande unité d'action entre le ministère de la Jeunesse, le ministre de l'Enseignement professionnel, la PIB, etc. Pour éviter de former les chômeurs, le chef de l'État martèle la nécessité d'engager une synergie d'action entre l'État et le secteur privé. Il n'y a pas d'orientation. On ne peut pas laisser les enfants choisir n'importe comment. Il doit y avoir une coopération étroite entre le secteur privé et l'État pour que les enfants soient formés en fonction des besoins de l'économie. Mais si on laisse les gens choisir et qu'on a beaucoup de philosophes alors qu'on a besoin d'ingénieurs ou beaucoup de etc., ou de juristes alors qu'on n'a plus besoin de mathématiciens, et en général les gens réussissent à l'orientation parce qu'on pense que c'est le régime dirigiste, mais on doit à la fois utiliser le choix, la persuasion, mais aussi imposer. Sinon, nous n'aurons pas un enseignement dirigé vers les emplois et le secteur. Donc il faut que l'État fasse preuve d'une certaine autorité. D'abord la persuasion, discuter avec les étudiants qui entrent en fonction de leur niveau selon les différentes matières pour les orienter. Et ensuite mettre un peu de contraintes pour ne pas former des chômeurs. Parce que si nous avons beaucoup d'étudiants qui font du droit, ils vont être employés à part l'enseignement ou être conseiller juridique, il n'y a pas tellement d'emplois. Les responsables du secteur privé se sont également réjouis de ce lancement officiel du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Et pour y arriver, ils ont dit leur détermination d'appuyer les autorités guinéennes dans leur politique d'insertion socio-culturelle et professionnelle de la couche juvénile.
Comme annoncé dans les titres, signature à Paris d'une série d'accords entre la Guinée et les compagnies minières évoluant dans la région de Bokeh, des accords qui concernent la mutualisation des infrastructures ferroviaires et portuaires. Explication Kaba Kondé. Ce 24 juin 2015, à Paris, en France, 4 accords sur des sujets de développement d'infrastructures dans la région de Bokeh ont été signés entre l'État guinéen représenté par l'ANAIM, les compagnies CBG, Projet Gangan et Guinée Alumina Corporation GAC, une société détenue à part entière par les Émirats Arabes Unis. Le premier est un contrat d'opération multi-utilisateur couvrant les conditions d'accès et d'investissement conjoints sur le chemin de fer Sangaré-Di-Kamsar long de 120 km. Le second, c'est l'accord d'opération portuaire couvrant les modalités d'opération et d'investissement dans le port de Kamsar. Le troisième contrat, dénommé contrat d'opération portuaire, couvre les droits d'accès de GAC aux infrastructures déjà existantes. Et le quatrième, c'est l'accord du quai des matériaux en vrac qui couvre les modalités du développement du terminal de bauxite et d'alumine du GAC. Nous pensons que les leçons qui peuvent être tirées de ces accords-là peuvent orienter le gouvernement dans la mise en place des outils qui pourraient demain gouverner le schéma directeur des infrastructures. Les infrastructures ferroviaires ou portuaires sont trop chères pour les investisseurs individuels, c'est donc il est important que les efforts soient mutualisés pour réduire les coûts pour les uns et les autres. Les actes posés ici, dans la capitale française, permettront non seulement d'améliorer le système ferroviaire vieux de 40 ans et d'apporter de nouveaux investissements, mais aussi et surtout serviront sûrement d'exemple pour une meilleure rentabilité du futur transguinéen Zérékoré-Forêt-Karia et de la ligne centrale Conakry-Kankan-Bamako. Lancement ce jeudi au ministère des Finances d'un emprunt obligatoire de 400 milliards de francs guinéens à mobiliser pour financer l'énergie et les travaux publics. Le concept est nouveau en Guinée. Les sociétés personnes ressources peuvent participer à ce programme. Déjà, 3 banques ont été retenues pour cette opération. Les détails, c'est avec Boubacar Ba. Ensemble, prenons en charge le développement de la Guinée. C'est par ce slogan que le département des Finances a lancé hier un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Objectif, améliorer le réseau électrique et assurer l'entretien routier. Il s'agit d'un montant de 400 milliards de francs guinéens avec un taux de 12% net de tout impôt pour une durée de 3 ans. Le prix de l'émission est de 10 millions de francs guinéens par obligation à compter du 1er juillet jusqu'au 31 juillet 2015. Les souscriptions se font au guichet de la BICIGI, de la Société Générale de Banque en Guinée et Ecobank, et les souscripteurs peuvent venir des banques, des assurances, des sociétés et même des personnes physiques. Une opération qui s'inscrit dans la loi de finances 2015 qui autorise, en plus des bons du trésor qui sont généralement à court terme, d'introduire dans le financement du budget des titres à moyen terme pour financer les investissements porteurs de croissance. Il s'agit d'une opération suffisamment sécurisée qui prend en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, à savoir l'État et les investisseurs. C'est pourquoi j'exhorte tous les investisseurs à saisir cette opportunité de placement rentable en souscrivant massivement à ces premiers emprunts obligataires. Les chefs de département de l'énergie et des travaux publics attendent beaucoup de cet emprunt obligataire qui pourrait soutenir les actions du gouvernement dans ces secteurs. Avec cet emprunt qui se déclare, nous aurons la possibilité très rapidement à mettre en œuvre tous les projets de réhabilitation que nous avons déjà initiés. Pour le directeur général de la BICIGI, chef de file de cette opération, il n'y a pas de frais d'inscription ni de souscription. Nous avons édité un bulletin de pré-souscription que nous allons tenir à la disposition du public pour manifester leur intention auprès du syndicat de banque. Signalons que la réalisation d'une telle opération doit s'inscrire dans un cadre institutionnel réglementaire approprié. C'est dans ce contexte que le gouverneur de la Banque centrale a signé le 8 juin dernier l'instruction relative à l'appel public à l'épargne. Toutes les sociétés et hommes d'affaires peuvent participer à cet appel du gouvernement.
En plus bref, signature d'un accord entre la Guinée et l'AFD dans le cadre des contrats de désendettement eau, énergie et formation professionnelle. Cet accord annule la dette accumulée de la SEG et DDG de plus de 49 millions d'euros à hauteur de 50% et le reliquat est rééchelonné pour des périodes allant de 11 à 15 ans. Les détails, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Justice avec le séjour en Guinée de la procureure générale de la Cour pénale internationale, la Fatou Bensouda, rencontre les autorités judiciaires du pays. Le niveau de la procédure de l'affaire dite du 28 septembre au stade du même nom était au centre des entretiens. On fait le point tout de suite avec Thierno Younoussaba. Elle est à sa 4e visite depuis la commission des crimes au stade du 28 septembre en 2009. Fatou Bensouda rencontre le garde des Sceaux, les responsables de la cour d'appel de Conakry, le pool des magistrats instructeurs, bref, les autorités judiciaires du pays. La procureure générale de la Cour pénale internationale est venue s'assurer de l'évolution des poursuites contre les présumés commanditaires des crimes et le niveau d'avancement de l'audition des victimes. Comme vous le savez, je suis de très près le progrès qui a été fait pour les événements du 28 septembre. Donc on est maintenant en train d'avoir des rendez-vous avec les autorités guinéennes, commençant par monsieur le ministre. Et d'ici demain, on va avoir beaucoup de rendez-vous pour vraiment poursuivre ce qui a été fait. Il y a eu de progrès, même avant de venir cette fois. J'envoie toujours mon équipe sur le terrain pour suivre de très près ce qui se passe. Au terme de son entretien avec la procureure générale de la CPI, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est exprimé en ces termes. C'est un rituel pour la CPI se rend sur place dans tous les pays où ce type d'événement s'est produit. Elle est déjà venue en Guinée, je pense que c'est sa 4e visite. Je vais expliquer un peu l'obligation qui pèse sur la tête de l'État guinéen, dont le gouvernement doit assumer, est en train d'assumer. Vous savez que la Guinée est partie au statut de Rome, donc cette obligation internationale, nous l'assumons. Les discussions ont été uniquement techniques sur le travail que les juges sont en train de faire actuellement. Madame la procureure va aller à la cour d'appel, voir un certain nombre d'acteurs du monde judiciaire pour voir la réalité du travail effectué par la justice guinéenne dans ce dossier. Pendant son séjour, Fatou Bensouda va rencontrer d'autres autorités. Objectif, s'enquérir de l'engagement de tous pour l'aboutissement de la procédure. Elle va aussi animer un point de presse pour faire le compte-rendu de sa mission. Dialogue politique en Guinée, les concertations informelles se poursuivent avec les acteurs politiques, la communauté internationale, la veille sur l'évolution du processus. Ce soir, au Palais du Peuple, un communiqué conjoint est lu à la presse pour des élections crédibles et apaiser la communauté internationale. Invite à la poursuite du dialogue inclusif Mohamed Salia Sakouna, représentant de l'OF, au micro de Younoussa Tawel Kamara. Communiqué conjoint de presse des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie. Les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie continuent les consultations avec les acteurs politiques, toutes tendances confondues. La société civile, ainsi qu'avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers autour des propositions à même de contribuer à l'organisation des élections inclusives, crédibles et apaisées, à commencer par le scrutin présidentiel de 2015. Ces consultations ont permis de dégager des mesures, notamment l'appui technique à la CENI, l'amélioration du fichier et de la liste électorale, le suivi et l'évaluation de la préparation de l'élection présidentielle. Les Nations Unies, l'OIF, la CEDEAO, les partenaires bi- et multilatéraux poursuivront leurs efforts afin d'accompagner la Guinée dans la conduite du scrutin présidentiel dans les conditions de transparence et d'apaisement. Ils en appellent au sens des responsabilités et incitent les autorités et acteurs politiques à poursuivre le dialogue pour l'intérêt
supérieur de la Guinée et des Guinéennes, fait à Conakry le 3 juillet 2015. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade d'Allemagne en Guinée finance chaque année une dizaine de micro-projets. À travers le pays, les projets sélectionnés sont visités pour voir la réalité, surtout voir comment les réaliser. Ce sont près de 100 000 € qui sont mis dans l'exécution de ces micro-projets. Makale Souma nous signe ce reportage. Les villages de Hore-Tchangel à Dalaba, de Missira à Koubia, de Djonfo dans la baie de Gongoré dans Pita ont des projets qui ont été soumis à l'ambassade d'Allemagne. La protection de leur tapade par une clôture grillagée. Et cette visite de terrain du chargé de la coopération s'inscrit dans ce cadre afin de voir de très près les 10 projets et surtout pour écouter les populations elles-mêmes. On consomme assez de bois, et les clôtures ne sont pas garanties avec ce bois-là. Plus la saison pluvieuse va avancer, tout ce que vous avez vu comme bois, comme clôture, ça va pourrir. Au fait, on est obligé de faire au moins 2 fois la clôture. Ça nous prend énormément de temps. Dans la sous-préfecture de Massi, le district de Kambanko, lui, demande l'appui de l'ambassade d'Allemagne pour la construction d'un pont sur la rivière de Wosogoro, sur l'axe Kambanko-Hore-Binti. Le montant sollicité est de 94 millions de francs guinéens. C'est un confluent où se croisent les eaux des rivières de Wosogoro, de Colombo et de Kula. Mais quand ces trois se rencontrent ici, impossible de traverser, même quand on a les malades. Aidez-nous à avoir un pont. C'est un projet qui existe à l'ambassade d'Allemagne depuis plusieurs années. Mais il faut que les projets répondent aux critères des micro-projets que l'ambassade promeut et finance. C'est-à-dire des projets qui prennent en compte les besoins élémentaires des populations les plus pauvres, comme ce pont de Kambanko qui, une fois achevé, va désenclaver le village et protéger les populations contre les risques de noyade pendant les grandes pluies. Culture avec les préparatifs de la quinzaine artistique et culturelle. L'événement, c'est au mois de septembre à Conakry comme à l'intérieur du pays. Le ministre de la Culture en tournée dans les 5 communes de Conakry pour mieux préparer ce rendez-vous de la culture. Rose Pocho nous signe ce reportage. En rencontrant les maires des différentes communes de la capitale, chefs de quartier, représentants de la jeunesse et artistes, le ministre de la Culture vient expliquer aux acteurs l'intérêt commun de l'organisation de la quinzaine artistique culturelle. L'objectif, c'est de passer l'information de l'organisation des quinzaines artistiques les 3, 4 et 5 septembre 2015. Le thème retenu pour ces quinzaines, c'est la consolidation de la paix. Donc nous avons informé les autorités communales de Ratoma et de Matoto que les quinzaines vont se tenir à ces dates-là. Nous avons aussi profité pour donner des informations sur la promotion de nos rythmes et danses dans notre pays et sensibiliser tout le monde pour que les rythmes et les danses de notre pays soient utilisés, pratiqués. La quinzaine artistique culturelle est un événement qui permet de revaloriser la culture guinéenne à travers la présentation des ballets, poésies, sketchs et récitals. Une occasion de faire passer des messages d'unité nationale et de consolidation de la paix, surtout en cette veille d'élection. Longtemps interrompue, elle aura finalement lieu les 3, 4 et 5 septembre 2015 à travers une compétition entre les artistes des 5 communes. Il est venu pour un problème très important qui est suspendu sur les lèvres, mais personne ne peut s'engager. Et lui s'engage et on s'engage derrière lui. C'est de faire revivre nos mœurs, nos cultures, nos civilisations à travers les mouvements théâtraux et théâtrales qu'on veut organiser. Notre culture est très très riche et qu'on ne doit pas se séparer de ça. Le premier de cette compétition pourra participer au festival 2016 qui aura lieu ici à Conakry. Le mois saint de Ramadan, un mois de réorganisation pour les femmes, un véritable pilier du foyer. Les mères de famille doivent souvent jongler entre travail et responsabilité familiale. Vous allez le voir, toujours la première à se lever. Elle entame une course contre la montre
pour trouver l'équilibre. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Mabinti Laïsouma. Il est 9h, comme chaque matin en ce mois de Ramadan, Asma Oba arrive à son bureau, situé au cœur de Kaloum. L'heure de la descente ayant changé, elle doit vite expédier les dossiers du jour. Pour combiner le travail et le foyer, c'est une question d'organisation. Et déjà au niveau de notre entreprise, tous les mois de carême de chaque année, on laisse les femmes rentrer à la maison à partir de 15h au lieu de 17h. Dans ce réceptif hôtelier, des dispositions sont prises pour permettre à Asma Oba et ses collègues de service de jongler entre la vie professionnelle et celle du foyer. 15h, ils ont le temps de rentrer, préparer, s'occuper de leurs époux et s'occuper de leur famille. Bien sûr, ça entraîne, je dirais, une réorganisation complète de notre emploi du temps. À 15h, Asma Oba quitte le bureau, direction le marché Niger, situé à quelques kilomètres de son travail. C'est proche de mon lieu de travail, donc je suis obligée d'acheter ici. Le marché étant bien achalandé, la mère de famille se ravitaille en produits de toutes sortes. Tenez, madame. Ah, merci beaucoup. La fluidité inhabituelle du trafic routier aidant, Asma Oba arrive 1 heure plus tard chez elle. C'est dans cette maison, située au quartier Bambeto, que la mère de famille vit avec son mari et ses 5 enfants. Aussitôt arrivée, la femme de bureau se transforme en une véritable femme au foyer. Pour finir la cuisine avant l'heure de la rupture, Asmao est aidée par ses 3 filles et d'une femme de ménage. Ici, les tâches ménagères sont bien définies. Oui, elle participe à la tâche. Ah. C'est une femme, non? Elle doit apprendre. Il reste la bouillie, égrier les poissons là et faire des frites. Donc nous, on va faire la bouillie avec elle rapidement et griller les poissons. Pendant que les autres s'activent, Mariam Doukouré, la benjamine de la famille, fait du lait caillé. À 13 ans, la collégienne a l'air d'une experte en la matière. À 18h, la dernière étape de la cuisson des aliments est enclenchée. Au fur et à mesure, les plats encore fumants arrivent sur la table. À 45 minutes de la rupture du jeûne, tous les repas sont prêts. Le défi est donc relevé pour Asma Oba. C'est un seul mois durant toute l'année. C'est un mois de pénitence, c'est un mois de bénédiction. Il faut le faire. Il faut le faire. J'ai grandi comme ça. J'élève mes enfants de la même manière. Donc, il faut le faire. Le mois de carême, il faut se sacrifier et faire tout ce qu'il faut pour le ménage. À 19h25, après l'appel du muezzin, la famille fait sa prière du crépuscule. Ensuite, vient l'heure de la rupture. Asma Oba vient de boucler une journée de travail repartie entre son bureau et son foyer. Mais le repos sera de courte durée. Demain, elle entame une nouvelle journée comme celle-ci, dès 6h du matin. Enfin, Ramadan et sport, 2 réalités compatibles. Les activités sportives sont même conseillées en cette période, mais avec modération. Guinée Info vous amène à la découverte, à la rencontre d'un spécialiste qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Images et témoignages, Mama Essata Kamara. En cette période de Ramadan, certains jeunes sportifs ne se privent pas de leur activité favorite. Malgré le jeûne, ces personnes parcourent chaque jour des kilomètres. Nous les jeunes, on fait beaucoup plus le sport le soir. C'est pour pouvoir mieux contrôler ces jeunes en journée et être en forme lorsqu'on rompt le jeûne et pour manger. C'est un peu ça et ça nous apporte plus de force, d'agitabilité et de stabilité mentale, physique et morale, surtout qu'on a besoin en cette période de carême. Lorsqu'on pratique le sport, même si on est en jeûne, on gagne la force. Cependant, cet autre sportif en activité ressent les effets du jeûne, même s'il n'entend pas céder. Actuellement là où je suis comme ça, je tremble même comme ça. Parce que
De 4 heures là maintenant, là, tu n'as rien mangé et tu viens pratiquer du sport, c'est pas facile quoi. Ça a des effets sur moi. Parce que ça chauffe même à l'intérieur comme ça. Pour ce médecin spécialiste, la pratique du sport doit être modérée chez les personnes âgées. Quand on fait le sport, on dépense beaucoup en énergie et finalement, il y a ce qu'on appelle le potassium qui diminue dans le sang. Conséquence, ça peut entraîner des troubles cardiaques et même provoquer un arrêt cardiaque. En plus, les douleurs. Ceux qui font le sport pendant le ramadan peuvent sentir ici des douleurs au niveau des muscles, des crampes, les tendons qui font mal. Parce que tout simplement, les éléments qui sont stockés là, les glucides et les lipides, et en même temps plus loin, les protéines sont dépensées. Déjà, le jeûne est un des facteurs qui entraîne ici une dépense de l'organisme. Plus le sport, surtout le sport intense. Là, il faut le préciser, surtout chez les hauts sportifs. Faire une activité physique régulière, là n'est pas le problème. Mais il faut éviter de faire un sport violent, actif, au moment du ramadan. Si c'est possible, il faut décaler après le jeûne. En suivant les consignes des spécialistes, la pratique du sport n'a aucun danger chez les sportifs en cette période de ramadan. C'est pourquoi il est important pour les débutants de le pratiquer la nuit après la rupture du jeûne pour faciliter la digestion. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.